Quand on devient parent, on se pose 1000 questions. Mais il est souvent difficile de faire le tri entre nos envies, nos intuitions et les injonctions familiales et sociétales. Alors comment définir ce qu'on souhaite transmettre à nos enfants, ce qui nous semble bon? Et comment s'affranchir de pratiques qui ne nous correspondent pas et affirmer nos choix? Bienvenue dans Tambali, le podcast qui vous invite à prendre le pouvoir sur votre parentalité. Je suis Alix Dien-Le-Rouge, doula au Sénégal et maman de 2 enfants. Je vous accueille sur le premier podcast qui explore les expériences de parents en Afrique de l'Ouest. À travers les récits de mes invités, vous serez amenés à réfléchir et à vous questionner pour définir le parent que vous voulez être. Grossesse, accouchement, postpartum, relations parents-enfants. Aucun sujet tabou, nous parlerons de tout. Tambali. Pour certaines femmes, la maternité est une évidence. Dès leur plus jeune âge, elles se savent destinées à être mères et aspirent à créer leur foyer. Mais pour autant, est-ce que ça rend les choses plus simples? Quand la maternité est notre chemin de vie, est-ce que ça nous évite les challenges et les difficultés? Ritia a 30 ans. Elle est guinéenne et sierra-léonaise, mais elle est née en Côte d'Ivoire où elle a grandi, avant de partir au Canada pour ses études. De retour au pays, elle a épousé un Ivoirien, avec qui elle est venue s'installer à Dakar il y a maintenant 7 ans. Et c'est au Sénégal qu'elle est devenue maman de 2 petites filles, endossant ainsi le rôle de sa vie. Car Ritia se définit avant tout comme une mère au foyer, même si elle est également créatrice de contenu et assistante virtuelle, entre autres projets. Elle nous racontera comment elle vit son rôle de mère avec passion, tout en restant à l'écoute de ses besoins et en sachant poser ses limites. Et vous découvrirez sa façon unique de faire face aux difficultés et aux imprévus, avec calme, foi et détermination. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis d'aborder sereinement ses accouchements, et notamment l'arrivée mémorable de sa 2e fille, qui a littéralement sauté dans la vie les pieds devant. Vous êtes prêts? Alors Nanyou Tambali. Bonjour Ritia. Bonjour Alix. Tu vas bien? Je vais bien et toi? Oui, très bien. Je suis ravie que tu sois avec moi aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravie que tu m'aies proposé de venir. Alors Ritia, est-ce que ça te plaît d'être maman? Ah mais on m'a jamais demandé ça en fait. Maintenant que je suis pense. Oui, ça me plaît d'être mère. C'est challengeant, c'est vraiment challengeant. Pour moi, c'est challengeant d'être mère tous les jours quasiment. Mais j'adore être mère et je pense qu'on est beaucoup à le dire, mais j'étais vraiment destinée à l'être. Je suis convaincue de ça, donc oui, j'adore être mère. Et qu'est-ce qui te fait dire que tu étais destinée à l'être? Parce que c'est comme si c'est naturel, c'est malgré le côté challenging, la difficulté qui peut venir avec parfois, c'est vraiment naturel pour moi d'être mère. Et toi, dans quel modèle familial tu as grandi? Alors moi, j'ai grandi dans un modèle monoparental. Donc j'ai grandi avec ma mère. Mon père était quand même présent. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vécu avec ma mère et ma nounou, que je considère comme ma 2e maman, parce qu'elle a été là depuis, je crois, mes 2 ans, jusqu'à très récemment. Et c'est vraiment ce modèle familial que j'ai eu, entouré de femmes, avec les sœurs aussi de ma mère. Donc j'ai vraiment eu beaucoup d'énergie féminine à la maison. Donc oui, c'est ça. Et quand tu étais plus jeune, quelle était ta vision du rôle de mère? Alors plus jeune, ma vision du rôle de mère était vraiment maman gâteau. Vraiment maman présente et protectrice et oui, vraiment maman gâteau. Quand je dis maman gâteau, j'y pense parce que à un certain moment, j'ai eu à vivre avec la sœur de ma mère qui adorait faire des gâteaux, qui adorait faire des pâtisseries. Elle avait même appelé un de ses gâteaux le gâteau Ritia parce que j'adorais le manger. Et donc, je me suis toujours dit, quand je serai maman, je voudrais également faire des gâteaux avec mes enfants, qu'ils soient en cuisine. C'est vraiment cette image-là que j'avais petite d'être maman et que je désirais faire plus tard. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est maman gâteau. Et tu dis que c'est naturel pour toi d'être maman.
Et est-ce que tu saurais dire comment est venue chez toi cette envie de devenir mère? Alors, je dirais que le désir a toujours été là, parce que j'ai toujours voulu être mère depuis ma tendre enfance. Mais c'est sûr que ça s'est accéléré avec la rencontre avec mon mari. Ça, c'est indéniable parce que quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite su qu'il serait un bon père. Donc, il était normal qu'on poursuive en faisant des enfants. On s'est quand même dit que pour moi, il ne fallait pas être mère directement après le mariage, mais plus nous laisser le temps, nous, de nous construire un peu en tant que couple et ensuite laisser des éléments extérieurs venir dans le foyer et venir un peu tout chambouler, tout basculer, tout bousculer. Donc c'est ça. Mais sinon, oui, ce désir-là a toujours été présent, mais c'est affirmé et confirmé avec la rencontre de mon mari. Et comment ça s'est passé pour toi, le fait de devenir mère? Est-ce que ça a été simple entre le moment où ce désir s'est concrétisé et le moment où tu as été enceinte pour la première fois? Quel a été ton cheminement? Alors, je dirais que ça a été plutôt simple et plutôt rapide. À partir du moment où on a décidé que je tomberais enceinte, ça s'est fait dans les 3 mois qui ont suivi ou quelque chose comme ça, donc relativement rapide. Même si, à l'époque, je trouvais que c'était pas rapide. Je pensais que c'était, allez, boum, direct. Mais non, ça s'est fait plutôt simple et rapidement. Et comment tu as vécu cette première grossesse? Est-ce que tu as aimé être enceinte? Alors moi, j'aime pas du tout être enceinte. Je suis très reconnaissante d'être enceinte, mais je n'aime pas être enceinte parce que j'ai des grossesses assez difficiles. J'ai toujours un problème avec le mot l'hypermérésis. L'hyperémèse gravidique. Voilà, exactement. Je vomis beaucoup, surtout avec la première grossesse. Je me suis dit que j'avais pas forcément besoin d'en parler ou d'en parler au gynécologue, qu'il fallait en fait que je supporte la souffrance. Donc j'ai énormément vomi, j'ai énormément perdu de kilos, de poids, et lors du premier ou deuxième rendez-vous avec le gynécologue, il m'a directement emmenée à l'hôpital en fait, tellement j'étais dans un état un peu catastrophique. Donc après, ça allait de mieux en mieux, Dieu merci. Mais sinon, c'est vrai que j'ai des grossesses un peu compliquées. Je crache durant toute ma grossesse. Et même après avoir accouché, je crache encore un peu. Donc l'hypersalivation aussi. Donc disons que oui, la grossesse et moi, on n'est pas best friend. Ouais, donc la grossesse en soi, pas évidente. Et tu disais que tu n'avais pas voulu parler des mots que tu avais rencontrés. Est-ce que par contre tu as parlé de ta grossesse? Est-ce que tu l'as annoncé? Est-ce que tu l'as montré? Comment tu le vivais, ce rapport à ton corps qui change et à cette grossesse qui commençait? Oui, j'ai pas eu de problème à en parler ou à le montrer. Mais oui, bien sûr, il faut attendre un certain nombre de semaines et de mois avant de l'annoncer et de le diffuser. Par mesure un peu de précaution, on ne sait jamais. Mais sinon, une fois annoncé, j'ai eu aucun souci à me le montrer. Vestimentairement parlant, aucun problème à montrer ma grossesse. À ce niveau-là, j'ai eu aucun souci. Non. Et cette première grossesse, elle a eu lieu à Dakar? C'est ça. Elle a eu lieu à Dakar. Mes 2 grossesses ont eu lieu à Dakar. C'était durant la période Covid, juste avant la période Covid. Et on hésitait à ce que j'accouche à Abidjan. Mais je trouve que lorsqu'on prend la décision d'aller accoucher dans le pays où on ne vit pas, c'est toute une logistique et des fois il faut être loin de son conjoint, de ses proches, et c'est compliqué. Et surtout de son conjoint, je ne voulais pas être loin de mon mari les derniers mois de grossesse, donc j'ai préféré accoucher là où on vit. Et puis le système de santé quand même à Dakar est quand même bien, donc voilà. Et la question que tu t'es posée d'aller accoucher à Abidjan, c'était pour être proche de ta famille? C'était justement parce que tu connaissais plus le système de santé? Qu'est-ce qui t'a fait hésiter entre rester au Sénégal ou partir en Côte d'Ivoire? Il est vrai qu'à Abidjan, déjà, il y avait nos 2 mamans. Donc, ça aurait été, je pense,
un confort pour moi d'y être, un double confort, je dirais, pour moi d'y être. Mais aussi, c'était, pour être très honnête, ce désir que nos enfants naissent tout simplement à Abidjan comme nous. Donc, c'était vraiment ça qui nous faisait réfléchir à ça. Comment tu t'es préparée pendant ta première grossesse, à cet accouchement? Est-ce que le fait que ta mère soit loin, ça t'a pesé? Est-ce que c'est auprès d'elle que tu as quand même trouvé l'information? Est-ce que tu en as cherché ou même pas? Comment tu as abordé la préparation de ce premier accouchement? Alors, ma mère et moi, malgré la distance, parce qu'on a toujours eu une relation où on n'était pas forcément dans le même pays, on a eu à vivre ensemble et tout, mais ma mère a toujours beaucoup voyagé. Aussi, il y a eu la période d'études où j'étais au Canada, donc j'étais loin. Et en tout cas, on n'a pas ce problème. On parvient toujours à être très proche malgré la distance. Donc, on peut s'appeler 2 ou 3 fois par jour et on trouvera toujours quelque chose à se dire. Donc, sur ce plan-là, bien entendu que j'aurais préféré qu'elle soit présente physiquement, mais elle parvenait quand même à être présente, même à distance. Mais pour cette première grossesse, ce qui m'a aussi beaucoup, beaucoup aidée, c'est la présence de sa sœur, qui vit ici à Dakar et qui, du coup, en période Covid, comme nous étions tous un peu à l'arrêt, avait plus le temps de pouvoir aussi s'occuper de moi et veiller à ce que cette première grossesse se déroule bien pour moi. Donc, ça a quand même beaucoup facilité ma grossesse, ouais. Et est-ce que tu t'es posé des questions sur l'accouchement? Est-ce que tu savais à quoi t'attendre? Est-ce que tu avais des exemples autour de toi? Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu voulais pas? Est-ce que tu t'es dit que tu te laisserais guider le jour J? Comment tu as appréhendé cette première expérience? Étant de nature anxieuse, il était hors de question pour moi de me laisser me guider. Il fallait absolument que je sache tout. Donc YouTube, Google ont été mes meilleurs amis. J'ai même suivi une doula à travers sa chaîne YouTube. J'ai regardé quasiment toutes ses vidéos. Bien entendu, me renseigner auprès de grandes sœurs, d'aînés, en prenant avec des pincettes ce qui est dit, parce que bien entendu, chacun c'est son expérience. Mais moi, le mot d'ordre quand je suis enceinte, c'est je veux tout savoir. Même les choses les plus inconfortables, je préfère être préparée au mieux pour avoir le moins de surprises et le moins de panique. C'est ça. Et comment tu l'envisageais, ce premier accouchement? Est-ce que tu t'es posé des questions sur le choix de la clinique, où tu allais accoucher, le médecin? Est-ce que tu avais une idée de la façon dont tu aimerais le vivre? Ou est-ce que tu voulais juste tout savoir, être préparé à toute éventualité et à viser le jour J? Alors, oui, pour ce qui est du médecin, du gynécologue, j'ai eu la chance d'avoir un peu, si je puis dire, le gynécologue de famille qui a accepté exceptionnellement de faire l'accouchement. Même si c'était le type de gynécologue très old school. Mais justement, je pense que c'est ce qui m'a permis d'être plus courageuse, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que mon premier gynécologue, en fait, avec lui, c'était on fonce. C'était très militaire pour moi. Donc, ça m'a permis aussi de juste go for it. Juste, tu y vas et puis tu te poses pas de questions. En fait, lorsque j'étais donc enceinte de cette première grossesse, l'idée, c'était de me préparer au mieux. En fait, ce que je me disais, c'était qu'importe ce qui arrive, c'était écrit entre guillemets, mais moi, je me dois de m'instruire au maximum. Comme ça, au moins, j'ai aucun regret. Qu'importe ce qui arrive, au moins, j'aurais fait tout ce que je pouvais. Le reste, c'est dans les mains de Dieu. De se sentir préparé à toute éventualité, finalement, et de te dire que quoi qu'il arrive, ça allait pas te prendre forcément par surprise, mais que tu avais au moins fait des recherches ou potentiellement anticipé le sujet. C'est ça, exactement. Et rester toujours dans cet état d'esprit je dirais, de paix. Quand j'utilise le mot paix, c'est que c'est à travers cette première grossesse que j'ai découvert la notion de doula. Je ne connaissais pas du tout ce qu'était une doula avant. Grâce justement à cette vidéo YouTube de cette doula sur laquelle je suis tombée, qui vit en plus de ça à San Francisco. Mais j'ai regardé toutes ces vidéos et en vérité, ça a été ma seule connexion avec la sérénité à travers la grossesse et la maternité.
Et sincèrement, elle n'est même pas au courant, mais c'est grâce à elle que j'ai pu avoir un accouchement serein, vraiment parvenir à faire des exercices de respiration que je connaissais pas avant et me permettre d'être vraiment en paix pour ce qui est de l'accouchement. Donc tu as abordé ce premier accouchement avec un état d'esprit qui a l'air assez serein et tranquille. Et est-ce que le jour J, ça s'est déroulé aussi dans la sérénité ou est-ce que il y a eu des surprises? Comment ça s'est passé pour toi, ce premier accouchement? Alors, moi, je fais partie des femmes qui, je pense, ont des contractions plusieurs jours avant l'accouchement. Donc, ça dure, c'est un peu dans la durée et ça me permettait également de m'entraîner pour les exercices de respiration. Et du coup, le jour J, j'étais vraiment très sereine, malgré bien entendu la douleur, mais je ne parviens même plus à ressentir la douleur. Je ne pourrais pas expliquer ce qui s'est passé ce jour-là, mais j'étais vraiment dans cette bulle que j'avais travaillé pour créer cette bulle durant tous ces mois-là. Et le jour J, j'ai vraiment été dans ma bulle, sereine, calme. J'étais à la maison avec mon mari. On a veillé à ce que les lumières soient jaunes et discrètes pour me permettre de vraiment rester dans ma bulle. Et, et ce que j'avais beaucoup aimé du gynécologue justement que j'avais, le gynécologue militaire, il m'avait fait une remarque en me disant que il ne faut pas oublier que tu travailles avec ton enfant en fait. Il ne faut pas paniquer parce que l'enfant le sentira. C'est quelque chose que vous faites toutes les deux. Et quand on avance dans la grossesse, on s'attache forcément un peu à l'enfant, au bébé. Et sachant que j'avais une petite fille, donc je m'étais vraiment attachée à ce petit bébé dans mon ventre et je me disais, on va le faire, elle et moi, on va le faire, on va y arriver. Et donc, ce jour J, durant l'accouchement, c'était elle et moi et on avançait ensemble. C'est vrai que c'est un très bon conseil parce qu'on l'oublie parfois, on se focalise sur ce que vit la maman, ce que traverse la maman, les contractions, etc. Et parce que c'est ce qu'on voit. Et on oublie que le bébé à l'intérieur, en fait, il fait une énorme partie du travail pour se positionner, pour s'engager, pour descendre, etc. Et c'est vrai que ça peut être réconfortant de se dire, bah, je suis pas toute seule, en fait, dans cette aventure. On est vraiment déjà deux. Et bientôt, je vais rencontrer cette deuxième personne et ce sera le cadeau. Exactement. Et en plus de ça, on en parle là et j'y repense au moment et c'est tellement émouvant parce que autant la grossesse fut compliquée pour moi, mais l'accouchement, j'adore. L'accouchement, j'adore accoucher. J'adore ce processus qui mène en fait à la vie en fait. Donc c'était merveilleux pour moi de l'accompagner à la vie et de la voir tout simplement. Et pour ce premier accouchement, est-ce que tu avais décidé, donc tu as réussi à gérer avec la respiration, la concentration en étant dans ta bulle, ou est-ce que tu avais choisi de faire aussi une anesthésie type péridurale pour accompagner ce process-là? Alors, ce qui s'est passé avec la première grossesse, c'est que mon gynécologue également m'avait recommandé de rester le plus longtemps possible à la maison. Parce qu'il m'avait dit que des fois, les personnes n'aiment pas les hôpitaux. Et c'est mon cas. J'aime pas trop l'énergie qui se dégage des cliniques et des hôpitaux. Et je savais que je ne serais pas forcément à l'aise. Donc, l'idée, c'était de rester le plus longtemps possible à la maison. Et en restant, du coup, le plus longtemps possible à la maison, je suis arrivée à la clinique à 9 centimètres. Donc, impossible de faire de péridurale ou d'anesthésie ou que sais-je. C'était attente du gynéco pour pouvoir pousser. Et alors, tu es arrivée à la clinique à 9 centimètres, c'est incroyable. Oui. La sage-femme était également très choquée parce que le jour où j'ai accouché, il y avait énormément d'accouchements. Je pense que la sage-femme sous-estimait quand mon mari lui expliquait que ça faisait déjà plusieurs heures que je travaillais. Il a dû donc insister et c'est là qu'elle m'a analysée et qu'elle m'a regardée et elle a dit direct dans la salle d'accouchement. Et je suis rentrée en beast mode, je pense. Pour ma part, quand je rentre en beast mode, c'est très calme et concentré en fait.
pour me permettre d'arriver à mon objectif. Mais il est vrai que j'ai eu à constater justement durant l'attente de l'arrivée de mon gynécologue que j'avais plus de douleur. Je ressentais plus de douleur lorsqu'il y avait des contractions qu'à la maison. Je ne sais pas si c'est parce que l'arrivée était imminente du bébé ou c'est parce que aussi j'étais dans un environnement beaucoup plus chargé, beaucoup plus de bruit, beaucoup plus de personnes autour de moi et tout. Donc à ce moment-là, je me suis dit, heureusement que j'ai attendu le plus longtemps possible quand même à la maison. Bah, c'est vrai que le fait d'un coup sortir de sa bulle, de se retrouver dans un environnement avec les lumières, le bruit du passage, des gens qu'on ne connaît pas aussi, de plus être juste dans l'intimité, ça fait qu'on peut ressentir les choses différemment et ça peut être aussi effectivement qu'à 9 cm. En général, l'intensité de toute façon est au maximum, mais ça peut être une combinaison des deux parce que forcément le psychologique, la façon dont on se sent dans son environnement joue aussi beaucoup sur la façon dont on va se sentir et potentiellement l'intensité des contractions qu'on va ressentir. Donc ça peut être l'un ou l'autre ou un mélange des deux. Après, je tiens quand même à préciser que il faut rester le plus longtemps chez soi, mais avec précaution parce qu'on reste quand même à Dakar, en Afrique, et les systèmes d'urgence, je ne pense pas qu'ils soient aussi performants qu'en Occident, malheureusement. À un moment, mon mari m'a quand même forcé à ce qu'on aille à la clinique, quoi, parce qu'il voulait vraiment pas qu'on se retrouve dans une situation d'urgence. Oui, parce que toi, tu habites pas très loin de la clinique. C'est ça, exactement. Mais effectivement, si on est plus loin, les systèmes d'ambulance, les routes, les embouteillages, en fonction de à quelle heure on part, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer dans le fait d'être, entre guillemets, rapatrié d'urgence la clinique. C'est ça. Et pendant que tu attendais ton gynécologue, est-ce que tu étais en mode beast mode, mais toujours sereine dans le contrôle ? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu as paniqué quand même ? Tu t'es dit, je vais peut-être accoucher sans lui, ou ça va trop vite, ou comment tu te sentais à ce moment-là ? Alors, j'ai commencé à paniquer quand il est arrivé et qu'il a fallu que je commence à pousser, en fait. Parce que là, je me suis rendu compte que je ne savais pas comment pousser. Malgré toutes mes recherches, je pense que j'avais dû voir quelque chose là-dessus, mais sur le moment, c'était panique extrême. Là, ça a été vraiment cette fraction de seconde où je me suis juste dit au secours. Là, c'était réel et il fallait pousser et je ne savais pas comment m'y prendre, mais je tiens quand même à saluer les infirmières ou sages-femmes. Dans ces situations-là, elles arrivent vraiment à très souvent nous calmer et être présentes pour nous et nous tenir la main malgré le fait qu'on soit en train de broyer leurs mains. Donc, je tiens à préciser que mon mari était quand même dans la salle, mais durant la première grossesse, il était à côté de la porte. C'est la raison pour laquelle c'est les mains des sages-femmes et infirmières que je broyais. Donc, c'est intéressant ce que tu décris parce qu'effectivement, entre la fin de l'ouverture du col, donc la dilatation 9-10, et le moment où on doit pousser, on peut traverser une phase où soit c'est une phase de désespérance, où on se dit en fait je vais pas y arriver, en fait je peux pas, en fait je sais pas pousser, en fait il va pas sortir, ou justement d'un coup se mettre à paniquer parce qu'on sait que la prochaine étape c'est qu'il y a un bébé qui va nous traverser et qui va sortir pour rejoindre le monde extérieur. Exactement. Et c'est à la fois physiquement intense et psychologiquement, émotionnellement, enfin quelque chose tellement d'énorme que ça arrive très souvent qu'on ait un moment de panique. Il y a même des femmes qui vont dire en fait je vais faire une césarienne. Alors qu'il n'y a pas de raison, mais juste ce truc de panique de mon Dieu, il y a un bébé qui va sortir de moi. Oui, cette peur extrême en fait qui te fait paniquer, oui, c'est compréhensible. Ouais. Et là, comme tu le dis, c'est hyper important d'avoir autour de toi des gens qui te rassurent, qui te disent c'est normal, ça va aller, on est là, qui te calment et qui te rattachent sur terre, quoi. Exactement, qui te font vraiment... En fait, je l'ai vraiment ressenti comme reviens sur terre, quoi. Parce que je partais ailleurs, en fait. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis aussi, c'est hyper important de pouvoir trouver des informations. Et la limite des vidéos, c'est qu'il n'y a pas la pratique. Et c'est ça. Et chacune son expérience aussi. Donc, comment expliquer... Oui, on te dit, j'ai eu à voir des fois dans les émissions, il y a une émission française où ils font une immersion dans les cliniques, j'ai oublié le nom. Baby Boom. C'est ça. On peut t'expliquer comment pousser, mais quand c'est le moment, tu oublies tout. Et finalement, comment ça s'est passé ? Est-ce que ta fille est arrivée sans encombre ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai poussé, je crois que j'ai poussé 3 fois, et elle est arrivée, mais j'ai eu un peu
d'aide, entre guillemets, de mon gynécologue qui a fait quelque chose qui n'est pas trop recommandé en appuyant sur mon ventre. Donc ça a accéléré en fait, je pense aussi l'accouchement. Mais après, ça s'est bien passé. Elle est arrivée en pleurant, tout s'est très bien passé. J'ai eu également aussi une petite épisiotomie. C'est pour ça que je précise toujours que c'est vraiment le moment de l'accouchement que j'aime, parce que c'est une forme de délivrance pour moi. Mais grossesse et postpartum, j'aime moins, parce que, en l'occurrence, pour cette première grossesse, ayant eu une épisiotomie, c'était pas très agréable, quoi. Les quelques petits jours qui ont suivi l'accouchement. Et oui, effectivement, tu l'as précisé, mais donc le fait de faire une expression abdominale, d'appuyer sur le ventre pour aider à la sortie, c'est quelque chose qui se fait encore parfois. Et c'est vrai que c'est quand même important d'alerter sur le sujet parce que ça peut avoir des conséquences qui sont dramatiques. D'ailleurs, en France, c'est interdit par la loi depuis 1987. Et voilà, des fois, ça peut avoir des conséquences sur les organes, sur le corps, qui peuvent être des hémorragies, etc., compliquées. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on évite. Et donc au moment où ta fille est née, comment tu t'es sentie? Est-ce que ça a été l'amour au premier regard? Est-ce que tu t'es dit, mon Dieu, mais qui est cet enfant? Comment le lien s'est créé? Alors, avec la première, ça a été la curiosité plutôt, suivie de l'amour. Parce que, en fait, c'est des petits êtres tellement fragiles, tellement mignons. Bon, même si j'ai tendance à dire, moi, les bébés, les toutes premières heures, je les trouve pas très, très mignons. Mais, mais quand c'est ton bébé qui est là, qui sort de ton ventre et tout, il y a cette tendresse, en fait. Voilà, c'est le mot. Et pendant ton postpartum, est-ce que ta maman est venue ou ta belle-mère? Ou qui tu avais autour de toi pour t'accompagner dans cette période? Déjà, j'avais ma mère, même durant l'accouchement aussi. Elle n'était pas dans la pièce, mais elle était là. C'est juste que tout s'est passé tellement vite en arrivant à la clinique qu'elle est arrivée, je crois, que j'étais en train d'accoucher. Et elle est restée quasiment, oui, toute la journée. Donc, elle était présente. Et après, elle est restée aussi quelques semaines après mon accouchement. Et ma belle-mère aussi est arrivée par la suite. Mais ma mère, oui, était présente, ainsi que ma tante aussi. Et quel souvenir tu gardes de cette période postpartum? Est-ce que tu l'as trouvée douce, fluide, sereine? Est-ce que ça a été compliqué? Mon seul souci avec le postpartum, bon, hormis l'épisiotomie dans ce cas, mais c'est vraiment l'allaitement. Je suis pas du tout allaitement. Malheureusement, je suis pas du tout allaitement. Je dis malheureusement parce que c'est quand même un petit lien que tu crées avec ton bébé. Tu lui donnes tous les nutriments nécessaires dont il a besoin et tout. Mais pour mes 2 grossesses, j'ai vraiment allaité brièvement, hein, vraiment 3 semaines, quelque chose comme ça. Et c'est même allaitement mixte, quoi. Donc, j'ai fait qu'une journée d'allaitement, juste allaitement. Et c'était un cauchemar pour moi de répondre en fait aux besoins de cet être qui a besoin de lait quasiment toutes les 2 à 3 heures. Donc, ça m'en demandait beaucoup. J'avais besoin d'espace, en fait. Non seulement j'avais besoin d'espace, mais le fait d'allaiter me demandait beaucoup pour moi, de produire du lait. Je trouvais que psychologiquement, l'allaitement, c'était trop. Est-ce que tu avais l'impression d'avoir une responsabilité trop grande, d'être la seule à pouvoir nourrir cet enfant si tu allaitais exclusivement? Non, pas forcément, parce que je pensais également à l'option de tire-lait. Mais c'est vraiment l'aspect de laisser-moi mon corps, en fait. Et même le bébé, laisse-moi mon corps. Déjà, tu as été pendant 9 mois. Laisse-moi mon corps. C'est vraiment ça, le point. Dès que j'accouche, j'ai besoin d'un peu d'espace, si je puis dire. De te récupérer, C'est ça. de te réapproprier Vraiment. ton corps. Oui, vraiment, 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 vraiment. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que, effectivement, tu le dis, l'allaitement a beaucoup de bénéfices, mais c'est aussi très aliénant. C'est-à-dire que tu as ton bébé qui dépend de toi et qui est collé à toi plusieurs heures par jour. Et effectivement, on peut comprendre ce besoin aussi
d'espace. C'est vrai que j'avais jamais fait le lien, mais tu te dis oui, tu m'as déjà occupée Mm. pendant C'est 9 mois. C'est ça. C'est ça. Ça finit pas. Maintenant, tu me laisses un peu. C'est ça. Surtout que je sais qu'il y a des mères qui allaitent durant plusieurs années après accouchement. Et je les admire. Je les admire vraiment parce que je ne peux que te donner 9 mois de mon corps. Me concernant, je ne peux pas faire plus. Mais après, tu disais que pour toi, être maman était très naturel. Donc, tu peux leur donner ton temps, ton énergie, ton attention, mais ton corps, à un moment donné, c'est stop. ça. Exactement. Tu as parfaitement bien résumé. Et quel rôle a joué le papa dans toute cette période de grossesse, accouchement, postpartum? Est-ce qu'il a trouvé facilement sa place? Est-ce que ça a été fluide pour vous de passer de couple à famille? Alors oui, ça a été fluide pour nous et il a été vraiment présent. Il a été tout, hein, infirmier, parce qu'encore une fois, je vomissais beaucoup. À un moment, je ne pouvais pas marcher seule, donc c'est lui qui m'aidait à marcher. Donc il a vraiment été à 1000% présent et en plus de ça, il pouvait se permettre de l'aide parce que c'était encore une fois période Covid. Donc il y avait la notion de télétravail qui est rentrée dans nos vies. Donc, il a beaucoup été présent à la maison et même post-accouchement. Pendant longtemps, il a encore été à la maison, il travaillait de la maison. Et malgré le fait qu'il travaillait, il parvenait à passer plus de temps, un peu de temps avec le bébé et tout. Donc, non, il a vraiment été présent. Et papa poule. Et comment s'est fait la réflexion du coup par rapport au fait d'avoir un deuxième enfant? Est-ce que tes filles ont combien d'années d'écart? Elles ont 2 ans. Donc ça a été assez rapide 2 ans finalement. pile, à peu près, oui. Oui, oui, ça a été assez rapide. Et là, ça a été une surprise, le deuxième bébé. Souvent, hein, Oui, souvent souvent. le deuxième. Souvent, on ne l'attend pas aussitôt. Donc, ça a été une surprise. Et il est vrai que cette surprise était un peu compliquée pendant longtemps, très longtemps. Et c'est là que j'ai ressenti le besoin de là avoir une doula physique présente pour m'accompagner, qui serait un peu même un psychologue en fait, parce que j'étais pas préparée du tout à retomber enceinte et avoir un deuxième enfant. Et est-ce que la deuxième grossesse a été aussi lourde que la première en termes de vomissements, de mal-être, de hypersalivation Alors oui, toujours la même chose en termes d'hypersalivation, vomissement, quand même un peu moins parce que justement là en l'occurrence, bon j'avais changé de gynécologue, donc le gynécologue pour ma deuxième grossesse avait une approche plus différente, donc j'avais aucun souci à beaucoup parler si je puis dire, et donc là je lui ai rapidement fait part du fait que je vomissais beaucoup et aussi ça aide quand tu arrives à ta deuxième grossesse, mais tu es déjà passé par là. En l'occurrence là, je me suis bourrée de médicaments tout simplement parce que je voulais pas revivre ce que j'avais vécu. Pour cette grossesse, ça a été plus le psychologique qui a été atteint. Parce que c'est arrivé très rapidement et que tu n'étais pas prête à remettre ton corps à disposition pour 9 mois. Exactement, et puis j'avais d'autres projets un peu pro et tout, donc je me disais ah non mince, surtout que quand moi je suis quand je suis enceinte, je peux rien faire d'autre que d'être enceinte, donc c'est ce qui m'a un peu atteinte psychologiquement. Le fait que cette grossesse-là te freine aussi dans tout ce que tu voulais entreprendre par ailleurs. C'est ça. C'est vrai que quand tu dis quand je suis enceinte, je peux faire 4 enceintes. Aujourd'hui, on est quand même dans une société où on attend des femmes enceintes qu'elles continuent leur vie tout à fait normalement. Et à la fois, effectivement, être enceinte n'est pas une maladie, sauf cas de grossesse pathologique. Mais à la fois, ça demande énormément d'énergie de créer un foie, une rate, des jambes, c'est vrai, un cerveau. Sous cet angle. Donc c'est vrai que c'est une période de vie où on peut aussi avoir tendance, envie de ralentir et de se concentrer là-dessus. Exactement. Et du coup, je savais que j'allais rentrer encore dans cet épisode de ralentissement et de concentration surtout qu'il me faut beaucoup d'énergie pour mon accouchement, pour préparer mon accouchement. Vu que je veille à ce que mon accouchement soit le plus sain possible, le plus naturel possible et le plus en paix possible, ça demande beaucoup d'entraînement et d'énergie au préalable qui font que je dois être vraiment dans cette bulle pendant longtemps en fait.
Et donc, qu'est-ce que t'as apporté ta doula? Est-ce que vous avez revu du coup toute cette partie de préparation physique? Est-ce que vous avez parlé de la poussée ou est-ce que c'était vraiment plus du soutien émotionnel? C'était quand même plus du soutien émotionnel et des exercices de respiration. Mais cette fois-ci, ce qui changeait par rapport à la première grossesse, c'est que là, c'était à travers Zoom, mais ça me permettait vraiment de bien comprendre, appliquer les exercices, mais avec cet aspect psychologique, avec des exercices. C'était vraiment ma thérapeute. Sincèrement, ça a vraiment été ma doula thérapeute. Donc, on remercie chaleureusement Anna. Oui, gros merci. Et au-delà des maux de grossesse et du côté émotionnel, psychologique, est-ce que par ailleurs la grossesse s'est déroulée normalement? Alors, ce qui a différé avec la première grossesse, c'est qu'avec la première grossesse, le premier trimestre a été très compliqué et jusqu'au 5e mois même. Et après, ça a été vraiment, tout s'est très bien passé, hormis l'hypersalivation. Mais avec la deuxième grossesse, on m'a annoncé que le bébé ne se retournait pas. Et je faisais mes recherches sur Internet pour essayer de le retourner, de voir comment faire. Je crois qu'on nous expliquait qu'il fallait faire le poireau ou je sais pas quoi. Bon, je n'ai pas fait, hein. Mais cette grossesse était quand même beaucoup plus éprouvante, quoi. C'était vraiment, bien entendu, comme je disais, plus psychologique. Mais après, il y a eu des petits détails physiques qui me faisaient me dire, ah, cette deuxième, elle veut qu'on se souvienne d'elle, en fait. Elle veut laisser sa trace. Exactement. Et comment tu l'as pris, cette nouvelle? Qu'est-ce que ça a signifié pour toi? C'était juste une variation du normal ou tu te dis là c'est un problème? Là, j'ai quand même vu comme un problème. Je me suis dit, oh là là, ça, je crois que c'était annonciateur de césarienne. Donc, il est vrai que c'est là que j'ai commencé à regarder les vidéos des césariennes, des femmes ayant eu des césariennes en parler, pour quand même me familiariser parce que je rentrais dans une éventualité peut-être de césarienne si jamais le bébé ne se retournait pas. Donc, oui, sincèrement, ça a été un problème pour moi. Et Anna est parvenue quand même à me calmer par rapport à ça parce qu'il restait quand même encore un peu de temps. Donc, il y avait espoir que le bébé se retourne. Et donc, finalement, quand on a su que le bébé était en siège, c'était soit il se retourne et on peut accoucher par voie basse, soit il ne se retourne pas et ce sera nécessairement une césarienne. C'était les options qui t'ont été présentées? Au début, oui, c'était les options qui m'ont été présentées. Oui, c'était ça. Il y avait quand même à l'esprit cette idée de temps. Il y a quand même encore un peu de temps. Ouais, en général, on dit que jusqu'à la 36e semaine, il y a encore une chance que le bébé bouge. Et donc finalement, ce bébé est resté en siège ou est-ce qu'il s'est retourné? Ben, finalement, ce bébé est resté en siège et j'ai accouché en siège. Tout simplement. Enfin, elle est arrivée en siège. Par voie basse. Par voie basse, sans péridurale. Mais il faut que tu nous expliques ce qui s'est passé parce que du coup, on était plutôt... Si le bébé ne se retourne pas, en général, on est sur une césarienne qui est programmée. Donc là, ça veut dire que tu as eu des contractions avant la date où la césarienne aurait pu être programmée. C'est ça. Et donc le travail s'est déclenché naturellement... un peu avant terme. Oui, en fait, le docteur m'avait dit qu'il se pourrait que ça fasse mal si le bébé essaie de se retourner. Donc, en fait, moi, j'avais des contractions. Mais je pensais que le bébé essayait de se retourner. Et Anna, justement, me disait qu'elle pense que c'est des contractions. Du coup, mais les douleurs ne partaient pas et elles faisaient de plus en plus mal. Et c'était bizarre. Et Anna qui continuait d'insister sur sa théorie de contraction. Donc, j'ai tout simplement décidé de contacter mon gynécologue en lui disant que là, j'avais vraiment mal, que les douleurs ne partaient pas et qu'il fallait qu'on parvienne à se voir. Et comme par hasard, mais moi, je pense que c'est Dieu, il se trouvait dans mon quartier, près de la clinique et direction. Et il m'a dit, OK, on se retrouve à la clinique. C'était un dimanche, donc il n'y avait personne... la clinique vide, dû ouvrir son bureau et tout pour tout vérifier. Et il n'avait rien vu en fait de particulier durant l'échographie. Et c'est quand je lui ai donné l'hypothèse de Anna qui m'a dit « Attends, je vais bien regarder ». Et c'est là qu'il a dit « Ah, t'as 3 cm. Tu as accouché aujourd'hui. » Et j'étais là « Ah !» Donc oui, il m'a dit
qu'il pleuve ou qu'il vente ou tu accouches aujourd'hui. Et au moment où tu te rends compte que tu as des contractions, que le col a commencé à s'ouvrir, est-ce que tout de suite ton gynéco t'a dit on va laisser continuer les choses et tu peux accoucher en siège, ou est-ce que vous avez parlé de césarienne à ce moment-là? Alors, non, tout de suite, lui, il était pour l'accouchement naturel par voie basse. Et c'est moi qui ai proposé la césarienne. Parce qu'encore une fois, la peur et l'anxiété, je me suis dit, bon, attends, là, ça commence à devenir quand même, c'est autre chose là, c'est un autre level là. Et il m'a fait comprendre que non, que c'était tout à fait possible. Et je me suis dit, bon, ben, let's go. Et donc à ce moment-là, ton mari était aussi avec toi? Oui, il était aussi avec moi et lui, il devait se charger d'aller rapidement chercher mes affaires. Sac que je n'avais pas préparé. Donc, il fallait faire confiance à mon mari de faire tout le sac avec les affaires de bébé et les miennes et son sac aussi. Et il est vrai quand même, avant d'aller à la clinique, j'avais quand même appelé ma tante, encore une fois, pour lui dire que bon, on va à la clinique, on ne sait jamais, si jamais tu es occupée, essaye de ne plus être occupée. Et puis voilà, et puis quand on a su que ça allait se passer aujourd'hui, tout le monde est arrivé à la clinique. Et par contre, ma mère ne pouvait pas forcément, vu que c'était pas prévu, mais elle a été immédiatement prévenue et elle a pu prendre son billet pour faire en sorte d'être présente. Et comment s'est passé le travail par rapport à ton premier accouchement? Est-ce que tu as l'impression que c'était un peu les mêmes contractions que quand le bébé est la tête en bas, ou est-ce que tu as trouvé que c'était très différent? Comment tu as vécu cette phase de travail en elle-même? C'était pour moi le même travail que pour la première grossesse, les mêmes douleurs, il me semble. La seule différence, c'était que là, en l'occurrence, j'étais à la clinique, j'étais pas chez moi. Mais la clinique Bellevue est quand même une clinique qui offre une salle particulière. J'ai oublié le nom de la salle. La salle nature? Oui, la salle nature. Et qui, comme l'indique, est une salle qui te permet vraiment d'être dans un bon environnement, le moins stressant possible pour l'environnement qu'est la clinique quand même. Donc ça me permettait de pouvoir faire mon travail paisiblement. J'étais accompagnée aussi des sages-femmes qui ont été sincèrement incroyables. Mais incroyables. Je leur ai même offert des chocolats après. Tellement elles ont été d'un support incroyable. Elles ont été présentes avec moi durant tout le travail parce que mon mari était parti justement. Et le docteur n'était pas présent non plus. Il venait pour vérifier et il repartait, il venait et tout. Mais c'était vraiment les sages-femmes qui étaient présentes durant tout le long. Et elles étaient là, elles m'encourageaient. Mais vraiment des cheerleaders incroyables. Ouais, c'est génial que tu aies pu avoir effectivement ce soutien. Et donc, le travail a été assez rapide? J'ai l'impression que ça a été assez rapide. En fait, j'ai plus la notion de temps quand je suis en travail ou accouchement et tout. Mais j'ai l'impression que ça a été assez rapide parce que j'ai l'impression qu'on arrivait en l'après-midi et j'ai accouché début de soirée comme ça. Sachant que le travail avait déjà quand même commencé depuis plusieurs jours. Donc, et que j'étais quand même à quelques centimètres. Et à un moment, il est vrai que le docteur a dû descendre parce que je crois qu'il y avait il commençait à avoir insuffisance. Oui, je crois que peut-être le bébé s'épuisait un peu, se fatiguait. Donc c'est là qu'il m'a dit de commencer à pousser, quoi. Ok. Et donc là, est-ce que tu as eu de nouveau cette vague de panique? Ah là, par contre, pas du tout. Pas du tout. Avec un bébé en siège, ça t'a pas paniqué? Alors là, par contre, pas du tout. En fait, la panique s'est faite quand j'ai demandé la césarienne. Et quand j'ai compris que, bon, on y va, on y va. Et là, bizarrement, pas du tout. Je pense qu'aussi, comme c'était un peu plus sérieux, le fait qu'elle soit en siège, le fait qu'il me parle de « Ah, elle commence un peu à s'épuiser et tout », je me suis dit « Bon, là, il faut… » Je me concentre. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, je me concentre et puis on y va. Et puis… la seule particularité quand l'enfant est en siège et à voix basse, de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas de ce que le docteur disait, c'est qu'il ne peut pas intervenir en fait. Donc j'ai tout fait toute seule et il regardait juste pour voir si voilà, ça se passe bien. Et il était très très encourageant aussi. Donc non, franchement, j'ai eu une équipe mais incroyable, franchement. Et est-ce que tu sais si ce sont les pieds ou les fesses qui sont sortis en premier? Les pieds, ce sont les pieds.
ce sont les pieds. Et je l'ai ressenti même. Donc, non, sincèrement, cette grossesse, c'était une expérience incroyable. Et j'arrête pas de dire ça. Je dis tout le temps que ma deuxième fille est mémorable. Parce qu'on dit souvent, oui, mais après le premier enfant, surtout, il y a le syndrome du deuxième enfant et tout ça, tout ça. Mais elle sait se faire remarquer, quoi. Ça, elle a fait une arrivée. Ah oui, une arrivée de star. Et oui, c'est vrai, effectivement. Bon, déjà, même pour un accouchement avec la tête en bas, on peut ne pas intervenir. Les bébés savent naître. Et effectivement, pour un accouchement en siège, c'est d'autant plus important de laisser la nature faire et le bébé arriver comme il doit arriver, parce qu'en intervenant, on pourrait créer des complications plutôt qu'aider, en fait. Donc, ça a été vraiment, finalement, un accouchement où c'est toi qui, de A à Z, a accouché et donné naissance à ton enfant seul, quoi. Enfin, vous avez travaillé à deux. Exactement. Et bizarrement, là, je savais comment pousser, comment... En fait, j'étais vraiment dans une concentration extrême. Parce que le cas était tellement sérieux pour moi, je ne voulais pas qu'on se retrouve dans une situation de le cordon autour du cou. Je ne sais pas. En tout cas, je voulais vraiment qu'on en finisse vite. Donc, il fallait être concentré et juste y aller. Et juste au moment, d'ailleurs, où j'ai commencé la première poussée, mon mari est arrivé. C'est là qu'il est arrivé. Et je me rappelle, pendant qu'il arrivait, je disais au docteur, il faut pas qu'il voie en bas, il faut cacher pendant que je poussais. Donc... Et il est arrivé, et là, cette fois-ci, contrairement il était juste à côté de moi, vraiment, à me tenir à la main et à m'encourager aussi. Donc, c'était un peu magique, je trouve, surtout le fait que ce soit un dimanche, donc il n'y avait pas beaucoup de gens, et que ce soit une petite équipe, il n'y avait que 2 sages-femmes, le docteur, mon mari. Donc, bon, ma tante, mon oncle et la première étaient dans le couloir. C'était pas comme la clinique du lundi au samedi, quoi. Et puis le dimanche, c'est aussi le jour du Seigneur. Ah, oui, 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 oui. Et donc ton aînée était là, à la clinique. Oui, elle était là à la clinique et elle est même restée après. Elle a dormi avec nous dans la chambre. Combien de jours? Parce qu'à un moment, l'école se posait des questions. Donc, on leur a dit non, vous inquiétez pas, c'est que j'ai accouché et tout. Ah ouais, donc vous avez fait vraiment ça en famille, quoi. Oui, en famille. Elle était là pour l'accouchement, elle est restée dormir avec vous après. C'est ça, exactement. C'était important pour nous qu'elle ne se sente pas mise à l'écart, qu'elle ne comprenne pas ce qui se passe et tout. Donc, elle a dormi avec maman, papa et sa sœur dans la chambre, tranquillement. Et donc, quand après cette arrivée mémorable, pareil, qu'est-ce que tu as ressenti pour ta deuxième fille après ce moment, voilà, d'adrénaline, un peu de stress, de concentration? Est-ce que la connexion s'est faite quand même? Tu me disais que pour la première, tu étais dans la curiosité. Là, c'est quelle émotion qui dominait? Là, c'était plus... par contre, malgré le fait que ce soit par voix basse, j'ai pas eu d'épisiotomie ou... je crois que j'ai eu une légère déchirure, mais vraiment... Donc... La récupération était plus facile, en fait, vraiment pas particulièrement de douleur ou autre. Et du coup, la sensation que j'ai ressentie en la voir, c'était toujours la même chose, la tendresse. En fait, quand ils sont ces petits bouts d'être, ça ne peut être que la tendresse pour moi qui me submerge quand je vois ce petit être, ce petit bébé. Et le fait que c'était la deuxième, il y avait aussi beaucoup de connexions à créer avec la première, étant présente dans la chambre avec nous. C'était plus ça le focus du moment, c'était créer un lien familial en fait. Vraiment ce bloc de 4 que nous étions à présent, quoi. Et donc la rencontre entre la grande et la petite s'est faite de façon naturelle. Comment elle a accueilli la venue de sa petite sœur? Elle a accueilli vraiment, oui, disons naturellement, à lui faire des bisous sans souci. Après, je pense, après ça doit être un peu normal, mais elle a dû penser à un moment que le bébé n'allait pas forcément revenir à la maison avec nous. Mais surprise. mais beaucoup quand même. L'aînée est très... c'est une bonne grande sœur. C'est vraiment depuis le premier jour, c'est une bonne grande sœur. Une fois aussi à la maison,
à m'aider, à lui donner le biberon. Et jusqu'aujourd'hui, quand la petite pleure, l'aîné va lui chanter une berceuse pour qu'elle arrête de pleurer et tout. Donc, oui, non, une très belle relation. Et ce deuxième postpartum, tu disais que la récupération avait été plus facile. Donc, est-ce que tu l'as mieux vécu? Ou est-ce qu'il y a eu aussi des challenges liés au fait que c'était une deuxième? Oui, il y a eu aussi des challenges parce que j'étais toujours dans cette histoire de j'étais pas prête à ce que le deuxième arrive. Faut réaménager la maison aussi. En fait, faut se réajuster au fait qu'on passe de famille de 3 à famille de 4. Et quand t'es pas prêt, surtout comme encore une fois au début du podcast, je disais que j'aime pas les surprises. J'aime bien être préparée à tout. Et là, en l'occurrence, cette petite chipie me faisait sortir de ma zone de confort. Donc, ça a été une première année aussi un peu particulière, mais aussi avec, quand je disais le réajustement, il faut penser à l'aide aussi à la maison, à tout ça, à revoir. Mais avec le temps, tout passe. Et ça, je l'avais déjà constaté avec la première grossesse. C'est vraiment la notion que tout passe. Vraiment, les périodes compliquées passent et les belles périodes aussi passent. Donc, il faut en profiter. Donc, vraiment, tout passe. Et tu te décris comme principalement une mère au foyer. Est-ce que cette décision de te consacrer avant tout à tes enfants s'est faite de façon naturelle? Est-ce que ça a été un ajustement pour toi? Ah non, ça a été totalement naturel pour moi d'être mère au foyer. J'accorde une très très grande importance à être le plus présente possible à la maison, ou du moins le plus flexible possible afin d'être la plus présente possible. Donc c'était totalement naturel pour moi de prendre cette décision-là, d'être principalement ou majoritairement femme au foyer, mère au foyer. Ouais. Et dans ce que tu transmets à tes enfants, qu'est-ce que tu as reçu de tes parents ou de la façon dont tu as été élevée que tu veux absolument leur transmettre aujourd'hui? Alors je dirais, bien entendu, en plus de la présence, même si ma mère travaillait beaucoup, d'une certaine manière, elle parvenait à être présente en créant des activités et des moments qu'on pourrait dire hors du temps. Je me rappelle tous les week-ends, on parvenait à faire des courses ensemble et c'était mon petit moment avec ma maman et c'est vraiment quelque chose que je chéris beaucoup. Et hormis ça, c'est vraiment, je dirais, pas le féminisme, mais peut-être l'énergie féminine, en fait, est tellement importante pour moi parce qu'elle a tellement eu de place dans mon éducation, de par ma mère, de par ses sœurs, du fait que j'ai été éduquée par des femmes. J'accorde beaucoup d'importance à la valorisation de la femme, en fait. Et je pense que c'est pas anodin que j'ai eu deux filles, pardon. Je me rappelle même une amie, quand je lui avais annoncé que j'étais enceinte, elle m'avait dit: je suis sûre que toi ce sera une fille, ça peut être qu'une fille. Parce que tout mon monde tourne autour en fait de la femme et du questionnement, tout ce qui a trait à la femme, et il sera essentiel pour moi de faire véhiculer ces valeurs que j'ai reçues, de connaître sa valeur en tant que femme pour mes filles. C'est vraiment très 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 essentiel pour moi. C'est ce qui m'a été donné et que j'aimerais le leur léguer aussi, quoi. Et dans la façon dont tu élèves tes filles avec ton mari aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais faire différemment de la façon dont toi tu as été élevée? Disons que le focus premier pour mon mari et moi, mon mari ayant aussi grandi dans une famille monoparentale, c'est vraiment d'offrir cette structure familiale classique, entre guillemets, qu'on pourrait dire. C'est la seule différence, je pense, réelle qu'on voudrait faire avec nos filles, c'est leur permettre d'avoir cet esprit de maman, papa, enfant, et on avance tous ensemble, donc en espérant qu'on pourra le permettre de leur offrir le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est ça. Et j'ai une dernière question pour toi. Quand tes filles seront plus grandes, qu'est-ce que tu voudrais qu'elles disent de toi? Sincèrement, j'aimerais juste qu'elles disent qu'elles ont eu une mère présente. C'est tout. Vraiment, parce que je veille quand même à encore une fois, être présente pour elles, à ne serait-ce que visuellement, physiquement, mais aussi
les écouter et j'espère continuer sur cette lancée-là avec les différentes saisons qui arriveront, l'adolescence et tout ça, qui peuvent être des périodes qui me font un peu peur. Je me dis, on ne sait jamais, c'est des filles, elles peuvent avoir des crises d'adolescence et tout, mais je prie réellement pour pouvoir toujours être présente pour elles, être à l'écoute. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui a quand même été très à l'écoute avec moi, beaucoup de dialogue et de communication. Comme je disais, on peut s'appeler 3 fois par jour et tout. Donc, j'espère vraiment avoir ce lien très fort avec mes filles. Et c'est ce qu'on te souhaite. Merci. Mais je suis sûre que ce sera le cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé cette très belle histoire et de nous avoir partagé le fait qu'on peut vivre des grossesses différentes avec chacune leur challenge. Exactement. Et que ce soit des très belles histoires. Exactement. Donc merci d'avoir pris le temps de partager ça. Merci beaucoup pour l'invitation. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à donner de la force à ce podcast en le notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucun épisode et surtout en parler autour de vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Mais en attendant, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. L'aventure ne fait que commencer. Tambali. Prenez le pouvoir sur votre parentalité.